Bien, bonsoir à tous, bienvenue pour cette réunion de présentation de l'école alsacienne en vue des inscriptions. Je m'appelle Brice Parent, je suis le directeur du collège et du lycée et je vous présente Gauthier Le Chevalier. Bonsoir, et donc je suis le directeur de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Alors, normalement, en début de réunion, nous parlons nous disons un petit mot de l'histoire de l'école alsacienne. Ça, on va le garder pour après, mais je veux quand même vous donner 3 éléments qui caractérisent notre établissement pour que vous compreniez un tout petit peu comment nous fonctionnons, et tout d'abord vous expliquer pourquoi ce nom d'école alsacienne. Tout simplement parce que cette école a été fondée en 1874 par des familles alsaciennes qui fuyaient la guerre, qui sont parties d'Alsace, venues à Paris, et comme on s'y moquait parfois un petit peu de l'accent qu'elles avaient, que leurs enfants avaient, de l'accent allemand assez germanique qu'elles avaient, comme aussi le type d'enseignement était assez différent entre Paris et Strasbourg, ces familles ont décidé de créer, de fonder un établissement scolaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elles l'ont fait, elles ont confié la création de cet établissement à des pédagogues. Et tout de suite, dès le départ, c'est donc un établissement dans lequel, créé par les familles, et nous avons gardé cela. Les familles sont les bienvenues à l'école alsacienne, elles peuvent y faire plein de choses, mais la pédagogie est dévolue aux enseignants, ça paraît évident, chacun son domaine propre en quelque sorte, même si bien sûr l'intérêt est commun et l'objectif c'est celui d'éduquer les enfants. L'autre point historique aussi sur lequel je veux insister, c'est que dès la création, donc dès 1874, ces familles qui pour l'essentiel étaient des familles protestantes ont décidé de créer un établissement laïque. Ce qui veut dire que dès 1874, l'école alsacienne, avant même que les établissements publics ne deviennent laïques, est un établissement laïque, et nous avons évidemment conservé cette particularité jusqu'à aujourd'hui. Et le troisième point que je veux souligner, je vais vite, mais vous verrez, M. Panifieux va vous parler de ça de façon plus détaillée. Donc, le troisième point que je voulais souligner, c'est que notre établissement est un établissement privé sous contrat avec l'État. Ce qui signifie que, à la fois, nous avons une certaine liberté, mais que nous appliquons les programmes de l'éducation nationale strictement. C'est un des éléments du contrat avec l'État, que nous appliquons les horaires prévus par l'éducation nationale, et que nos professeurs sont des professeurs rémunérés par l'éducation nationale, qui ont passé les concours de l'éducation nationale. Et que notre part propre, celle qui dépend celle que nous finançons, et celle qui est financée grâce aux frais de scolarité, c'est toute la partie éducative. L'ensemble du personnel éducatif est, lui, rémunéré par l'établissement. Et ce contrat avec l'État, il est important parce que, évidemment, nous remplissons une mission de service public et nous sommes, par bien des aspects, proches des établissements publics. Pendant longtemps, l'école alsacienne a été un lieu d'expérimentation pédagogique qui a servi aux établissements publics pour ensuite généraliser certaines choses que nous avions fait ici. Voilà, c'est rapide, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Du coup, je vous dis un petit mot d'emblée sur le point qui vous intéresse en premier lieu, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes ici ce soir, c'est-à-dire les niveaux qui sont ouverts aux inscriptions et les places qui sont disponibles. Comme ça, on parle immédiatement de ce sujet et ensuite on pourra vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'établissement. Alors, pour les niveaux qui sont ouverts, tous les niveaux ne sont pas ouverts à inscription.
pour l'école primaire. Et donc je laisse M. Le Chevalier vous expliquer. Alors, pourquoi tous les niveaux ne sont pas ouverts à l'école primaire? Parce que nous avons actuellement une classe de petite section, et cette classe de petite section va être remplie par les petits frères et petites sœurs de nos élèves actuellement scolarisés à l'école, car nous donnons dans les plus petites classes, c'est-à-dire en maternelle et en CP, une priorité au regroupement de fratrie. Une classe en petite section, et nous aurons une seconde classe en moyenne section, donc une opportunité importante pour vous de faire entrer votre enfant. Deux classes en moyenne section, et je conserve deux classes en grande section, donc pas d'entrée en grande section parce que ce sont les mêmes élèves que nous retrouvons dans nos classes de moyenne et de grande section. Nous ouvrons une troisième classe en CP, et donc une troisième classe de 26, les classes sont de 26 dans les plus petites classes et vont jusqu'à 28 en CM2. Donc nous ouvrons une troisième classe en CP, donc une possibilité pour vous de faire entrer votre enfant. Toujours 3 classes en CE1, 3 classes en CE2, donc c'est 2 niveaux qui sont des niveaux dits fermés, donc pas d'entrée possible d'enfants qui viennent de l'extérieur. Et heureusement, nous aurons une 4e classe en CM1, on passe à 28, donc il y a un certain nombre de places possibles à l'entrée au CM1, 4 classes en CM1, et évidemment les mêmes effectifs en CM2, c'est pour ça que le CM2 est un niveau fermé. Alors, au collège et au lycée, la même logique s'applique. Nous avons 6 classes en 6e, ce qui signifie que je peux recruter une 60aine d'élèves sur ce niveau-là. 6 classes, dont une classe à horaire aménagé de musique, avec seulement 24 élèves, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc on garde cette structure de 6 classes tout au long du collège, et au lycée également, mais au lycée on peut avoir un tout petit peu plus d'élèves par classe, très légèrement, et nous avons aussi quelques élèves qui sont parfois là depuis la maternelle, qui peuvent aspirer assez légitimement à changer d'air. Donc on a quelques élèves qui nous quittent, ce qui fait qu'en seconde, nous pouvons recruter environ 25 à 30 élèves. Donc j'ai 60 élèves que je recrute en 6e, 25 à 30 élèves en seconde. C'est vraiment les 2 niveaux sur lesquels je peux recruter. Pour les autres niveaux, c'est-à-dire 5e, 4e, qu'est-ce qui s'est passé là? Excusez-moi, j'ai un petit problème technique pour la suite de la présentation. 6e, 5e, 4e, 3e et première et terminale, nous n'avons pas de classe supplémentaire. Cependant, avec 6 classes par niveau, il y a forcément des départs de certaines familles, pour tout un tas de raisons, ce qui fait que je recrute chaque année sur ces niveaux-là, entre 2, 3, 4, 5, parfois 10 élèves, mais c'est un grand maximum. Et que c'est assez aléatoire, donc je ne sais pas combien de places sont disponibles. Malgré tout, nous gardons ces niveaux ouverts et nous permettons les inscriptions sur ces niveaux-là. Ça va? Vous avez compris la logique? J'insiste sur un point, c'est que, effectivement, en maternelle et jusqu'au CP, ce sont les frères et sœurs qui sont prioritaires. Parce qu'on ne fait pas de rendez-vous avec les enfants et on n'essaie pas de savoir s'ils dessinent bien les bonhommes ou si c'est pas encore parfait. Bon, ça ne me semble pas forcément un critère pertinent pour recruter. A l'inverse, sur les autres niveaux de classe, nous n'avons pas de priorité pour les frères et sœurs. On examine attentivement les dossiers, mais les frères et sœurs ne sont pas prioritaires. Ce qui fait que voilà, c'est un avantage. Bon, c'est aussi un inconvénient une fois qu'on est dans l'établissement, parce que moi je vois régulièrement des frères, enfin des familles demander l'inscription des frères et sœurs, mais ça nous semble indispensable que des familles qui n'ont absolument aucun lien avec l'école alsacienne puissent intégrer l'école tout au long du parcours pour qu'il y ait davantage d'ouverture de l'établissement. Donc c'est un point qui est important pour nous. Alors, une fois qu'on vous a présenté les niveaux, maintenant c'est le nombre de places disponibles au vu des demandes d'inscription. Alors, les demandes, on ne le sait pas encore, puisque vous pouvez postuler jusqu'au 9 janvier. Donc ce que je vais vous montrer là, ce sont les chiffres de l'année dernière. Donc je ne sais pas ceux de cette année, mais c'est simplement pour que vous ayez une idée. Et en résumé, il y a beaucoup de demandes et peu de places. Voilà.
Donc je vous montre ça, si tout fonctionne. Donc ça, c'est les candidatures de l'année dernière. Donc ça, c'est beaucoup. Et les places disponibles, c'est peu. Voilà. Donc si vous restez malgré cela, c'est que vous êtes quand même intéressé par ce qu'on va vous raconter. Le fait qu'il y ait peu de places et qu'on puisse peu recruter vient d'un élément important, c'est que nous faisons le choix de garder nos élèves dans l'établissement tout au long de leur parcours, tant qu'ils le souhaitent. S'ils veulent partir, on les laisse partir évidemment, mais tant qu'ils souhaitent rester à l'école alsacienne, ils peuvent rester à l'école alsacienne. Sauf dans des situations très 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 rares, quand vraiment on considère qu'un élève a vraiment besoin de changer d'air, de voir un petit peu ailleurs. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, il y a 2 situations d'élèves sur 1800 pour lesquelles je me suis dit que vraiment ils avaient besoin, parce qu'on leur avait dit souvent, soit pour une question de comportement, soit pour une question de travail, que vraiment ça n'allait pas, qu'il fallait faire des efforts, etc. Voilà. 2 élèves sur 1800, on s'est dit que faire un petit détour par un autre établissement, quitte à ce qu'ils reviennent, parce que souvent nous reprenons nos élèves, on a même repris des élèves après les avoir exclus par un conseil de discipline. Donc, voilà, les départs ne sont pas forcément définitifs. C'est un petit nombre et ça nous distingue d'un certain nombre d'établissements qui ont d'autres types de politiques, ce qui fait que c'est effectivement très difficile d'entrer, parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais une fois qu'on y est, a priori, encore une fois, si on le souhaite, on peut y rester longtemps. Et ça, c'est un élément important, parce que si on est très sélectif à l'entrée, après, les élèves évoluent différemment, ce qui veut dire qu'on a des élèves qui sont absolument excellents, et puis on en a d'autres qui rencontrent des difficultés, et on y revient. Alors, le projet d'établissement. On a essayé de présenter ce projet d'établissement en 3 points qui nous semblent vraiment importants et qui nous semblent bien décrire notre façon de fonctionner. C'est tout d'abord l'idée du plaisir d'apprendre. C'est aussi le fait que l'on essaye de bien connaître chaque élève, de bien suivre chaque élève, et c'est enfin la question de l'ouverture de l'école sur le monde qui l'entoure. Alors on commence avec cette première idée du plaisir d'apprendre. Alors qu'est-ce que c'est derrière le plaisir d'apprendre? On a 3 idées que je vais développer. Peut-être la première chose à savoir, c'est les enfants qui arrivent à l'école arrivent avec un désir très important d'apprendre, avec une soif de connaissance, et nous souhaitons évidemment préserver ce désir, mais également le cultiver et le développer. Et pour ça, nous faisons le choix, tout d'abord, et dès les plus petites classes, de ne pas hiérarchiser les disciplines. Pour nous, c'est important que les enfants s'investissent autant dans un cours de sport, qu'en mathématiques, qu'en français ou qu'en éducation musicale. Et même pour aller plus loin, les disciplines que nous proposons sont complémentaires. Notamment dans le projet de l'école primaire, de la petite section au CM2, nous vous proposons un certain nombre de disciplines qui s'articulent dans la semaine, avec comme pivot évidemment le professeur des écoles, qui travaille avec des professeurs spécialisés qui interviennent sur le temps scolaire et qui prennent le plus souvent les enfants en 2 niveaux. Alors apprendre dans tous les domaines, c'est cette première idée du plaisir d'apprendre. Et à l'école, dès les plus petites classes, dès la petite section, nous pratiquons la psychomotricité qui se poursuit jusqu'en CE1 et qui permet aux enfants d'apprendre à bien vivre avec leur corps, mais également à préparer l'entrée dans l'écriture, à verbaliser leurs actions corporelles, à travailler l'adresse, la latéralisation, et évidemment l'éveil corporel et des productions collectives. Aux côtés de la psychomotricité, dès la classe de CE1, donc en CE1 les enfants ont à la fois la psychomotricité et de l'éducation physique et sportive au sens on peut l'entendre dans tous les établissements publics. Donc dès le CE1, un professeur de sport leur permet de découvrir les différentes installations de l'école. En CE2 notamment, ils fréquentent la piscine. En CM1 et CM2, nous prévoyons des temps longs dans la semaine, sur des après-midi où les enfants vont au plein air, donc sur des grands espaces, et font des jeux sportifs et rentrent dans les disciplines plus connues du sport,
pourra avoir ensuite au collège, et ils poursuivent leur formation sportive et corporelle. Plaisir d'apprendre dans tous les domaines toujours, c'est évidemment l'éducation musicale. Vous savez que l'éducation musicale fait partie des disciplines qui sont enseignées depuis l'origine de l'école, et les enfants suivent un parcours à partir de la classe de moyenne section. Un parcours avec la pratique instrumentale collective, un parcours autour du chant, une entrée dans le solfège à dose homéopathique, sans que ce soit la formation musicale que les enfants peuvent connaître au conservatoire, mais ont un parcours musical important et filé tout au long de leur scolarité jusqu'au CM2. Ils pratiquent évidemment les arts, et deux disciplines importantes se poursuivent dès le CP. À partir du CP, les enfants découvrent la sculpture. Alors pas par hasard en CP, hein. On découvre la sculpture en CP parce que travailler déjà sur de la matière et travailler sur de la motricité fine, c'est évidemment pour accompagner le geste d'écriture, qui est un enjeu très important de la classe de CP. Donc sculpture en CP, CE1 et CM2, et en CE2 et CM1, ils fréquentent l'atelier d'art plastique, dans lequel souvent ils s'engagent dans des projets collectifs, où ils ont à réfléchir et à produire à plusieurs pour répondre à une question plastique et pour créer collectivement. L'école est connue aussi pour son entrée dans les langues vivantes. Brice Parent vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes une école privée sous contrat, donc nous appliquons les programmes de l'éducation nationale. Et donc les enfants démarrent l'apprentissage de l'anglais dès la classe de CP, avec un enseignement que nous confions à des enseignants que nous recrutons nous-mêmes, qui prennent la plupart du temps les enfants en demi-groupe. Une entrée en classe de CP qui est centrée évidemment sur l'oral, et petit à petit l'écrit arrive au cours du cycle 2, donc en CE1, CE2 et un peu plus dans les années de CM1 et CM2. Nous proposons un enseignement spécifique pour les enfants bilingues. Alors des enfants bilingues, ce sont des enfants qui parlent au quotidien l'anglais depuis leur naissance au domicile, ou des enfants qui auront pu être scolarisés plusieurs années dans un établissement scolaire anglophone. Et nous proposons cet enseignement donc, qui est d'une heure et demie, comme l'enseignement d'anglais du CP au CM2 par semaine, qui se substitue à l'anglais ordinaire à partir de la classe de CE1. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons privilégier l'entrée dans la lecture et dans l'écriture en langue française en CP, et donc ce dispositif démarre ensuite en classe de CE1. Nous proposons aussi, et alors ça c'est une discipline qui existe à l'école alsacienne depuis 1963, qui est enseignée en classe de CE1 depuis 1994, c'est une initiation au chinois. Les liens entre l'école alsacienne et la Chine sont très forts depuis longtemps, et donc nous conservons cette initiation pour plusieurs raisons. D'une part, c'est l'entrée dans une discrimination et visuelle et auditive différente, donc on poursuit des apprentissages fondamentaux avec l'entrée dans le chinois, et bien sûr c'est une ouverture culturelle très très riche que nos enfants apprécient énormément à l'école et qu'ils peuvent ensuite poursuivre dans les activités périscolaires, on en dira un mot tout à l'heure, et évidemment à partir de la classe de 6e. Oui, cette richesse et cette complémentarité entre les apprentissages, on la retrouve tout au long du parcours des élèves, au collège et au lycée. Nous ne sommes pas un établissement qui a vocation à former des scientifiques ou des littéraires. L'ensemble des disciplines nous semble fondamental parce que tel élève peut se révéler dans une discipline ou dans une autre. Et donc, on essaye d'avoir un enseignement extrêmement riche. C'est pour cela, par exemple, que nous avons fait le choix, il y a plusieurs années, d'ouvrir une classe musicale au niveau du collège uniquement, de la 6e jusqu'à la 3e. C'est une classe qui a des horaires concentrés sur les matinées et qui permet aux élèves de suivre un parcours au conservatoire en musique. Et c'est une richesse, évidemment, pour l'établissement qui symbolise un petit peu la place des arts au sein de l'établissement.
Mais de la même façon, nous essayons d'accorder une très grande importance aux sciences au travers de très nombreuses initiatives. Pour ce qui concerne les langues, ce que l'on essaye de faire, c'est d'avoir une richesse des langues qui sont proposées aux élèves dans l'établissement. Dans beaucoup d'établissements, on peut se contenter de l'anglais et de l'espagnol, pour caricaturer un petit peu. À l'école alsacienne, en plus de l'anglais, de l'espagnol, il y a aussi du chinois, on l'a dit, on peut suivre cet enseignement jusqu'en terminale, de l'allemand, bien sûr, et aussi du russe, donc une pluralité des langues vivantes qui sont proposées. J'ai oublié l'italien d'ailleurs. Nous avons aussi des langues anciennes qui sont extrêmement présentes, avec de nombreux élèves qui suivent des cours de latin ou de grec. Le latin c'est au collège, le grec c'est à partir du lycée, mais les élèves sont nombreux à suivre ces enseignements. Donc voilà, là derrière moi je vous propose l'ensemble des enseignements optionnels qui sont proposés sur tout le parcours. Et vous voyez par exemple que pour les lycéens, nous proposons l'ensemble des enseignements artistiques optionnels qui existent, et puis tous ceux que j'ai déjà mentionnés. Alors, ça c'est un point fondamental, la complémentarité et l'importance accordée à chacune des matières. Il y a un autre point qui est très important, c'est la façon dont on peut apprendre avec les autres. Alors, dans nos classes de la maternelle jusqu'au lycée, les enseignants varient leur pratique pédagogique. Les enseignants peuvent profiter d'une organisation en demi-groupe, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand il y a un enseignement spécialisé, l'enseignant, le professeur des écoles reste avec un demi-groupe pendant qu'il confie l'autre demi-groupe en art ou en musique par exemple. Et donc ça nous permet d'avoir des approches pédagogiques différentes, de travailler parfois en petits groupes ou en plus grands groupes, d'entraîner les élèves à coopérer et à échanger, de travailler des classes d'un même niveau ensemble, voire de travailler avec des classes de différents cycles ensemble et de s'engager dans des projets communs. Par exemple, apprendre avec les autres, c'est dans le cadre d'initiatives qui sont des initiatives très fortes de l'école alsacienne, c'est la causerie. La causerie, c'est un moment très très fort dans les classes maternelles où un enfant choisit un sujet qui lui plaît. C'est l'occasion pour lui d'apporter un sujet, y compris s'il est hors programme. Souvent à l'école, un enfant voudrait parler d'un sujet, les pyramides par exemple, et on lui dit bah non, c'est pas cette année, ce sera l'an prochain, ou alors c'était l'année dernière et il faudra attendre plus tard. Par la causerie, un enfant choisit son sujet. Alors là, dernièrement, vous voyez Macha, qui est une élève de moyenne section, et qui a choisi de présenter le Titanic. C'est pour ça qu'elle est venue avec son gilet de sauvetage. Alors, comment elle présente le Titanic à ses camarades? Elle choisit ce qu'elle connaît, ce qu'elle a pu lire. On ne lui demande pas du tout de faire un exposé, on lui demande de hiérarchiser des idées, des points qui lui semblent importants, et elle les présente à ses camarades. En plus de les présenter à ses camarades, ces causeries, on les fait circuler dans les classes de l'école. Donc là, elle présente sa causerie, donc elle est en moyenne section, entre 4 et 5 ans, et elle présente sa causerie à des enfants de CM1, donc, qui ont plutôt 9-10 ans. Alors vous voyez, au premier rang, elle est accompagnée de deux de ses camarades de moyenne section pour être soutenue. Mais voilà, c'est pour nous important. Apprendre avec les autres, c'est évidemment une façon de mobiliser réellement ses compétences. Et aussi pour nous, une façon de les évaluer et de savoir ce qu'un enfant a retenu d'un sujet, comment il est capable de mobiliser son langage. Et quand on s'adresse à des pairs ou quand on s'adresse à des camarades de l'école, nous, on peut aussi voir dans d'autres moments que du pur moment d'évaluation ordinaire, classique, dans la relation duel de l'enseignant à l'enseigné ou sur le format papier A4, on peut vérifier et valider un certain nombre de compétences. Et ces moments, d'une part, sont extrêmement appréciés parce que ça permet à des plus grands d'entendre des plus petits, et eux aussi de reformuler avec un bon lexique et une bonne syntaxe pour d'autres et pour les plus petits, et ça crée des liens très forts à l'échelle de l'école. Alors ces pratiques coopératives, on les retrouve tout au long de la formation des élèves,
Et c'est pour cette raison que nous avons particulièrement investi les fameux EPI de l'éducation nationale, les enseignements pratiques interdisciplinaires, qui permettent justement une pédagogie de projet dans laquelle les élèves, par groupe, créent, inventent quelque chose, en suivant les consignes des professeurs, mais c'est vraiment une dynamique collective qui est mise en œuvre. Là, sur la photo derrière moi, vous voyez un groupe d'élèves de niveau 5e, qui a travaillé sur un EPI consacré au rythme cardiaque. Alors c'est interdisciplinaire, donc c'est en EPS, en SVT, en technologie aussi. Et l'un des objectifs de ce travail, c'était de présenter des éléments de cours à des élèves plus jeunes, donc des élèves de CM2, parce qu'il y a des points communs entre le programme de CM2 et le programme de 5e. Un autre exemple de ces coopérations que nous essayons de mettre en œuvre au sein de l'établissement, c'est un projet qu'on a appelé Entraide, qui permet à des élèves d'apporter de l'aide à des camarades ou bien de recevoir de l'aide. C'est des élèves volontaires, bien sûr, mais qui vont pouvoir guider des camarades sur des sujets précis. Alors, c'est des élèves plus jeunes, hein, des élèves plus âgés qui aident des élèves plus jeunes. Ils peuvent les aider en chinois, en mathématiques. Chacun a choisi un thème, une spécialité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est positif à la fois pour l'élève qui est aidé, parce qu'il va recevoir des conseils d'un camarade, et ce fonctionnement entre pairs fonctionne très bien, mais aussi bien sûr pour l'élève qui aide, parce que lorsqu'on est capable de réexpliquer à quelqu'un ce que l'on a appris, c'est que l'on maîtrise particulièrement bien le savoir. Alors, plaisir d'apprendre, on a dit qu'on essaie de décliner dans apprendre dans plusieurs domaines. On a vu que c'était aussi apprendre avec les autres, et pour nous aussi c'est également apprendre à apprendre. Évidemment, votre enfant il vient à l'école pour développer ses connaissances, ses compétences, mais au-delà de cette accumulation de savoir, nous souhaitons vraiment l'engager dans des stratégies d'apprentissage, et nous souhaitons développer bien sûr son goût pour la curiosité, mais bien sûr son appétence pour la recherche et pour l'expérimentation. Et c'est pour ça que souvent nous partons de situations problèmes, nous partons de manipulations qui permettent ensuite de construire les savoirs. La mémorisation, évidemment, a une place importante dans l'apprentissage, mais la construction de la connaissance en partant du vécu avant d'aller vers l'abstraction fait partie de nos méthodes importantes dans lesquelles nous engageons nos élèves. Et ce qu'on souhaite en fait, c'est que l'école, ce soit un lieu dans lequel les professeurs peuvent expérimenter, peuvent eux aussi découvrir des techniques et faire en sorte que les élèves apprennent le mieux possible. C'est un peu dans cet esprit qu'on a développé différents programmes, un en particulier qui concerne l'utilisation du numérique comme outil pédagogique, c'est-à-dire que ça permet d'accroître les possibilités pour les professeurs de faire des choses nouvelles. Nos élèves ils travaillent bien sûr avec un cahier, des stylos, etc. Mais des livres, bien sûr. Mais de la 5e jusqu'à la 3e, pour l'instant, ils ont aussi tous une tablette numérique qui leur permet, en plus de tout ça, de créer un film, de créer des documents partagés, des présentations, et ensuite de faire des exposés. C'est un outil formidable pour les faire inventer, créer, coopérer aussi. Ils peuvent, grâce à cela, de façon beaucoup plus aisée, créer des documents et des travaux partagés. C'est aussi quelque chose qui nous semble indispensable pour permettre aux élèves de maîtriser l'univers dans lequel nous sommes et bien savoir décrypter les informations, l'information d'une manière générale à l'ère du numérique. Donc il y a toute une pédagogie qui est indispensable, à la fois en famille, mais qui doit aussi être menée par l'établissement scolaire. Un autre point qui nous semble important, c'est la façon dont on évalue les élèves. Nous avons souhaité à l'école mettre en place une évaluation positive qui encourage les élèves et qui soit à l'inverse de l'idée de compétition.
Nous, notre souhait, c'est que lorsqu'on rend une copie, nos élèves n'aient pas pour premier réflexe de se comparer les uns les autres, de se dire ah, t'as eu combien, etc., de calculer leur moyenne, parce que ce type de phénomène si courant est assez contre-productif. L'essentiel, c'est d'essayer de comprendre, de bien cibler ce que l'on sait et les points sur lesquels on doit encore progresser. Et c'est pour cela qu'à la fois à l'école primaire et au collège, nous utilisons les échelles d'évaluation à 4 degrés, qui sont courantes dans l'éducation nationale, mais parce qu'elles permettent de cibler précisément les points et de dire exactement voilà, ce qui est connu et les éléments qu'il faut encore améliorer. Puis après, en troisième, on introduit bien sûr des évaluations sur 20, et au lycée, c'est la norme, parce que c'est ainsi et que c'est ce qui permet de se préparer au supérieur. Peut-être un petit point à ajouter sur l'évaluation et sur l'idée que c'est important d'avoir une évaluation positive. Nous mettons aussi en place des auto-évaluations au primaire. Et c'est un enjeu très très important de permettre aux enfants de savoir ce qu'ils connaissent, ce qu'ils maîtrisent ou ce qu'ils ont encore à travailler. Et quand on démarre des auto-évaluations avec les enfants, quand ils arrivent à l'école, la plupart du temps, ils se dévalorisent par rapport à leurs connaissances. Et donc c'est pour nous un enjeu aussi important qu'ils puissent avoir une plus fine connaissance et une meilleure connaissance de leurs capacités et de leurs résultats scolaires. Alors, deuxième axe important de notre projet d'établissement, ce deuxième axe concerne l'écoute que nous apportons aux élèves, à l'ensemble des élèves de l'établissement. C'est un des points forts de l'école alsacienne, avant tout parce que nous disposons d'un système éducatif qui est suffisamment développé et au contact au quotidien de chaque élève. Pour vous donner une idée, il y a un conseiller principal d'éducation au primaire, 4 conseillers principaux d'éducation au collège et au lycée qui vont suivre les élèves au quotidien, alors à la fois pour toutes les questions de vie scolaire, les absences, retards, etc., les éventuelles bêtises, mais aussi sur l'aspect pédagogique, en lien avec les professeurs, pour voir quand ça va, quand ça ne va pas, et qui vont aussi les accompagner sur les questions d'orientation qui sont absolument fondamentales pour les poursuites d'études. Et ces CPE, ces conseillers principaux d'éducation, peuvent s'appuyer sur un nombre important d'adjoints d'éducation qui, pour la partie collège et lycée, sont responsables d'un niveau de classe. Donc, moi, j'ai un adjoint d'éducation en 6e, un autre en 5e, un autre en 4e, etc., jusqu'en terminale, ce qui permet à chacun d'entre eux de très bien connaître les élèves, d'être un premier référent quand il y a un problème, une question, c'est vers eux que les élèves se tournent, et ce qui nous apporte comme ça une connaissance de chacun de nos élèves. Il y a 1800 élèves à l'école alsacienne, mais notre souhait, c'est de les accompagner au mieux, de bien les connaître et de faire en sorte que chacun se sente bien à l'école. Alors, pour bien connaître chaque élève, l'école a aussi un service médical avec un médecin et 2 infirmières présents dans l'établissement. Nous avons aussi un service psychologique avec un psychologue au petit collège et 2 psychologues au grand collège, donc dans le collège et lycée, 2 et 1 pour la partie primaire. Et donc, nous mettons en place régulièrement des croisements de regards, c'est-à-dire que votre enfant, il est connu par un certain nombre d'adultes, et quand nous vous rencontrons, quand nous avons quelque chose à vous dire, quand vous voulez nous rencontrer, nous venons avec des informations que nous avons collectées, pas uniquement de l'enseignant, professeur des écoles au primaire ou du professeur principal au collège et au lycée, mais après avoir rencontré tous ces adultes qui sont finalement au plus près de votre enfant du matin au soir. Alors, être à l'écoute des élèves, c'est aussi faire en sorte d'accompagner l'ensemble des élèves de l'établissement. Notre objectif, c'est de mettre en place des dispositifs qui leur permettent à tous de réussir.
Comme on l'a dit tout à l'heure, les élèves ici, ils suivent pour beaucoup toute leur scolarité, ils entrent en maternelle et je crois que les 2 tiers d'entre eux, un petit peu moins peut-être, sont encore là en terminale. Et donc ils évoluent différemment et notre souhait, c'est de tous les accompagner. Donc on a un certain nombre de dispositifs de remédiation qui permettent aux élèves, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, d'être soutenus. Par exemple, nous avons des ateliers de 13 heures pour les élèves, que ce soit au primaire ou au collège, où ils peuvent être accompagnés par des professeurs. Nous avons un système de contrat, des professeurs qui vont suivre et rencontrer de façon régulière des élèves. On a un système d'études encadrées le soir, des stages de remédiation pendant les vacances. Bref, un ensemble de dispositifs faits pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés dans leur scolarité. Un autre point important, c'est notre souhait d'accompagner l'ensemble des élèves, y compris lorsqu'ils sont dans des situations identifiées de handicap, par exemple. Et de ce point de vue-là, j'ai derrière moi l'ensemble des dispositifs reconnus par l'Éducation nationale, qui ont chacun des acronymes un petit peu barbares, les PAI, les PAP, les PPS et les PPRE. Tous ces dispositifs-là, nous faisons en sorte qu'ils soient le plus possible suivis afin de permettre la réussite de ces élèves lorsqu'ils rencontrent, là encore, des difficultés. Pour vous donner quelques exemples, les PAP, ils sont destinés à des élèves qui ont des troubles des apprentissages, formes de dyslexie, etc. Notre souhait, c'est de permettre aux élèves qui sont reconnus comme étant dans cette situation de trouver leur épanouissement dans l'établissement. Et donc, on est extrêmement attentif à leur suivi, au suivi des préconisations. Il y a des réunions régulières et ils ont droit à un certain nombre d'aménagements. Nous avons aussi un certain nombre d'élèves au collège, au lycée, à l'école primaire aussi, qui sont accompagnés en classe par des auxiliaires de vie scolaire qui vont aider les élèves sur des points précis de handicap pour prendre des notes, pour verbaliser des choses qu'ils ne peuvent pas verbaliser, etc., etc. Donc voilà, ce suivi et cet accompagnement des élèves, il est essentiel pour nous, et c'est pour cela aussi que ça fait partie des questions qu'on vous pose quand vous remplissez, quand vous allez remplir le formulaire de demande d'inscription à l'école. L'une des questions vous demande si votre enfant dispose déjà, dans l'établissement dans lequel il se trouve, d'un de ces dispositifs, et auquel cas nous prendrons en compte, et en particulier, soit pour les tests écrits, soit pour l'entretien oral, il pourra bénéficier de tous les dispositifs qu'il a déjà. Une précision supplémentaire pour les élèves qui sont accompagnés par un auxiliaire de vie scolaire. Là, on met en place une procédure de recrutement vraiment spécifique. En général, nous vous rencontrons et vous pouvez aussi rencontrer les psychologues scolaires de l'établissement afin de garantir une égalité des chances. Un autre point sur lequel on voulait insister, c'est la façon dont les familles, plutôt les élèves avant tout, et les familles également, peuvent s'impliquer dans l'établissement. L'école alsacienne, c'est aussi un lieu dans lequel les élèves peuvent créer des choses, peuvent faire des choses. On vous a mis derrière nous une photo d'un des comités qui existe à l'école, qui est important, qui est le comité quadripartite, qui réunit les 4 familles de l'école. Donc il y a des délégués élèves, des délégués, des représentants des professeurs, des représentants des parents d'élèves et puis des membres de la direction qui y assistent chaque mois afin de parler des grands sujets de l'école, mais aussi de proposer des projets. Et pour vous donner un exemple, des élèves, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, ont proposé un projet sur un projet éco-responsable. Et ils ont entrepris un nombre de choses extraordinaires. Et nous, les adultes, on a simplement fait en sorte qu'ils puissent réaliser tout cela au sein de l'établissement. Donc ils ont notamment fait une semaine dédiée
à ces questions d'environnement. Ils ont organisé par eux-mêmes des conférences, des passages dans les classes, un certain nombre de manifestations dans tout l'établissement, et puis des projets aussi. Ils ont créé des projets sur le long terme, et les professeurs, les parents d'élèves les ont aidés à mettre tout cela en place. Donc voilà, l'école, c'est aussi un lieu où l'on peut entreprendre, et ça nous semble essentiel. Et de la même façon, c'est un lieu dans lequel les familles sont les bienvenues. On a une relation en particulier extrêmement forte avec l'association des parents d'élèves de l'école. Il y a une seule association dont tous les parents d'élèves sont membres, que l'on rencontre très régulièrement et qui fait de nombreuses propositions, avec laquelle nous avons un dialogue tout à fait constructif. Le dernier point du projet d'établissement sur lequel on voulait insister, c'est l'ouverture de l'école sur le monde qui l'entoure, en commençant par toutes les sorties scolaires. Alors évidemment, nous profitons de la richesse culturelle, patrimoniale et historique de Paris. Donc les élèves, dès les plus jeunes classes, visitent des musées, des expositions, découvrent le quartier bien sûr. Et dès la classe de moyenne section, nos élèves partent en classe de découverte. Ils partent donc dès la moyenne section 3 jours, donc 2 nuits en dehors du cadre familial. Souvent c'est la première sortie des enfants, soit en dehors du cadre familial, soit en dehors du cadre amical. D'ailleurs c'est tout l'objet de l'école, où ici ils viennent coopérer et vivre avec des camarades qu'ils n'ont pas choisis. C'est aussi un des vrais enjeux de la sociabilisation et un des vrais enjeux de l'école. Et quand ils partent en classe de découverte, ce sont des vraies classes de découverte. Ils ne partent pas en classe transplantée. C'est des formules qui existent et qui sont très répandues, où habituellement on fait classe le matin et on découvre le musée des arts et traditions populaires du coin. Là, en classe de découverte, on part vraiment sur un projet de plusieurs jours, donc de 3 jours en moyenne section jusqu'à 5, 6, voire des séjours qui ont été de 8 jours en classe de CM2 pour expérimenter, explorer, découvrir et partir avec plein de questions, et on espère revenir avec plein de réponses. Au collège et au lycée, nous organisons de la même façon beaucoup de sorties scolaires, mais aussi des voyages nombreux, parce que c'est à chaque fois l'occasion de découvrir énormément de choses. On peut apprendre plein de choses entre les 4 murs d'une salle de classe, mais on en apprend beaucoup aussi sur le terrain. Alors c'est pour cela que tous nos élèves de 6e vont en Alsace. Ça paraît assez logique, mais ça veut dire qu'à chaque fois c'est un voyage de 180 élèves. Donc on emmène 180 élèves de 6e en Alsace. Ensuite, nos élèves de 5e vont depuis très longtemps chaque année à Rome. Les élèves de 4e, alors c'est un peu moins exotique, ils vont en Sologne, mais pour mettre en place un défi entre classes qui permet à chaque classe de faire valoir tous ses talents, de coopérer le plus possible. C'est un défi artistique, sportif, intellectuel. En seconde, ils font un très très beau voyage, c'est la semaine prochaine. Ils vont à Florence pour découvrir cette ville et la Renaissance par petits groupes. Et puis en première et en terminale, ce sont des voyages différents selon... Alors jusqu'à présent c'était des voyages différents selon les séries. Comme il n'y a plus de séries, on va voir ce qu'on fait l'année prochaine. Nous avons d'autres voyages aussi, des voyages facultatifs, qui sont là. Les premiers étaient obligatoires, on en a d'autres qui sont facultatifs. Par exemple, nous proposons un voyage humanitaire au Sénégal qui permet alors cette année ce sera 20 élèves, à la fois de découvrir le pays, mais aussi d'apporter une aide concrète dans 2 établissements scolaires du Sénégal, aider à la construction vraiment très très précise et concrète des lieux. C'est un voyage extrêmement fort. Et puis, alors, il y en a d'autres, je ne peux pas vous citer tous les voyages que nous organisons, mais un autre point, ce sont les échanges que nous proposons aux élèves. Là aussi, c'est facultatif. Nous avons 2 types d'échanges. Nous avons des échanges de courte durée, de 15 jours, ce sont des échanges collectifs, et nous avons aussi des échanges individuels de longue durée, d'1 mois, 2 mois ou
3 mois, qui permettent à certains de nos élèves, en troisième, en seconde et en première, de découvrir à la fois un autre pays, mais aussi un autre système scolaire, parce que là, pour le coup, ils sont en cours avec les camarades de l'autre établissement, et ils suivent pendant toute cette durée la scolarité de cet autre établissement. On est en lien avec à peu près 35 établissements scolaires au travers du monde, ce qui nous permet de proposer ce programme d'échange. Le dernier point sur la question de l'ouverture, non, c'est pas le dernier, un autre point sur l'ouverture, c'est la question de l'ouverture sociale. Tout simplement parce que on a bien conscience d'être dans un milieu extrêmement privilégié. L'établissement est situé en plein cœur du 6e arrondissement. Il a des frais de scolarité élevés. Il nous semble absolument indispensable de favoriser, dans une certaine mesure, dans la mesure du possible, une diversité sociale au sein de l'établissement. C'est pour cela que, pour l'instant, nous avons 9% des élèves dont les scolarités sont aidées, et que notre objectif, c'est au fur et à mesure des années d'augmenter ce pourcentage de scolarité aidée. Donc ce sont tout simplement des bourses qui sont attribuées sur critères sociaux aux élèves et aux familles qui en font la demande. Et nous avons aussi mis en place depuis plusieurs années un partenariat spécifique avec un établissement qui est situé à Tremblay en France, qui est en zone d'éducation prioritaire, et on a eu des échanges avec eux, des échanges de classe, des échanges entre élèves, des projets. Il y avait un projet d'ailleurs qui était en lien avec le Sénégal au départ, des rencontres entre nos élèves, et ça nous a donné l'idée ensuite là juste pour l'illustration, c'est cette année une de nos classes de 6e qui fait une rencontre de handball à Tremblay avec cet autre établissement, et ça nous a donné l'idée de proposer à certains de leurs élèves des bourses, mais des bourses complètes pour pouvoir venir au lycée, à l'école alsacienne. Donc ce sont des bourses qui prennent non seulement en charge les frais de scolarité, comme les bourses dont je parlais à l'instant, mais aussi la demi-pension, les voyages, enfin l'ensemble des éléments obligatoires, une activité annexe, les études encadrées. Donc voilà, c'est prendre en charge tous les frais de l'école. Ce sont 15 élèves qui sont concernés par ces bourses au lycée, et puis on a aussi d'autres élèves qui viennent de ce même établissement, qui étaient en dehors des critères définis, des critères de revenus, mais qui bénéficient de bourses simples. Donc là aussi, c'est un point qui nous semble important dans le projet. Le dernier point sur lequel on va conclure la présentation du projet d'établissement, c'est cette ouverture que nous essayons d'avoir au-delà du scolaire. Évidemment, l'essentiel, c'est la scolarité, c'est de transmettre les savoirs aux élèves, mais au-delà de ça, il se passe beaucoup de choses dans l'école. Nous avons notamment de très nombreuses activités annexes qui permettent aux élèves, dans la continuité des enseignements, s'ils le souhaitent, c'est facultatif, mais de pratiquer de très nombreux sports dans l'établissement, de suivre des ateliers artistiques. On a des ateliers théâtre depuis les plus petites classes jusqu'en terminale. Nous avons un atelier de musique de chambre, nous avons des activités aussi en langue étrangère. Enfin, beaucoup d'activités sont possibles, et c'est un lieu aussi où il se passe beaucoup de choses, l'école. Juste pour vous donner l'exemple de cette semaine, alors qu'est-ce qu'il y a eu dans cette salle aujourd'hui? Il y avait une conférence sur Florence, en préparation du voyage des secondes de la semaine prochaine. Mardi, il y avait un spectacle pour les 6e, un spectacle de théâtre professionnel sur l'Iliade que l'on a fait ici. Demain, nous avons un concert de musique de chambre. C'est des événements publics, vous pouvez venir demain. 19h30, concert de musique de chambre. À partir de 18h, oui, il faut s'inscrire. À partir de 18h, il y a un salon du livre qui est organisé avec des auteurs qui sont parents d'élèves de l'école. Et j'ai dû oublier à peu près une demi-douzaine d'autres événements juste pour cette semaine. Mardi prochain, on a un spectacle sur Schubert, mardi soir, et puis je sais plus. Bon bref, il se passe pas mal de choses. Voilà. Donc... Un tout petit mot encore sur l'ouverture au-delà du scolaire, peut-être quelque chose qui peut faire une des différences, c'est que en primaire,
certainement habitué à avoir du scolaire et du périscolaire, qui ne se parlent pas forcément. Ici, les activités qui sont prévues, soit sur le temps de midi, soit sur le soir, soit certaines qu'on peut proposer le mercredi matin, sont pensées et créées par l'école. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une continuité, une complémentarité, en tout cas aucune concurrence entre ce qui va se faire sur du temps périscolaire, qu'on appelle nous activité annexe, et sur du temps scolaire. C'est important que vous ayez cet élément en tête. Alors, après vous avoir présenté notre projet d'établissement, je vous dis un mot des enseignements qui sont proposés au collège et au lycée et qu'il faut choisir ou pas au moment de l'inscription. Donc là, j'insiste simplement sur les éléments obligatoires que vous devez choisir quand vous inscrivez votre enfant en collège et au lycée. Je ne parle pas des enseignements facultatifs, je vous ai montré tout à l'heure, ils sont nombreux. Nous ne faisons pas des enseignements facultatifs un critère de sélection. En revanche, sur tout ce dont je vais vous parler maintenant, c'est un des éléments de la sélection. Par exemple, la classe musicale, qui est proposée donc au collège, c'est pour moi un des éléments de sélection. Puisque, si je prends la 6e, j'ai donc des élèves qui vont aller dans une 6e normale, à horaire normal, et des élèves qui vont aller dans une 6e à horaire aménagé musique. J'ai 24 places pour cette 6e à horaire aménagé musique. Alors je ne sais pas combien d'élèves, mais un certain nombre d'élèves de CM2 vont vouloir passer dans cette classe-là. Chaque année, c'est une douzaine, oui, entre 9, 10, 11, 12, quelque chose comme ça. Voilà. Et il reste des places disponibles pour les élèves qui viennent de l'extérieur. D'accord ? Et donc c'est un élément de recrutement pour moi, pour savoir combien je peux recruter d'élèves. Et si votre enfant postule en classe musicale, je vais considérer sa candidature uniquement sur la classe musicale. D'accord ? Donc voilà, alors la classe musicale, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce que j'ai dit. Il faut suivre un parcours au conservatoire ou dans une école de musique, y suivre un cours d'instrument, un cours de solfège et avoir aussi une pratique collective. Cette pratique collective, elle peut éventuellement se faire à l'école alsacienne puisque nous avons un atelier de musique de chambre dont je vous ai parlé, mais nous avons aussi un groupe rock. Et la classe musicale, donc c'est uniquement collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Les horaires sont concentrés sur la matinée, ce qui dégage du temps pour pouvoir justement bien suivre cette formation musicale en dehors de l'école. C'est une chance et une belle opportunité pour les élèves musiciens de pouvoir suivre les deux dans les meilleures conditions, à la fois leur scolarité et avoir un bon niveau en musique. On ne recrute pas des virtuoses, on recrute simplement des élèves qui sont extrêmement intéressés par la musique. Il faut que la musique soit un élément important dans leur vie. Et du coup, nous faisons des auditions. Donc ils viennent nous présenter un morceau. C'est pas un entretien, c'est une audition puis un entretien. Et cette audition, elle se fait avec l'un de nos professeurs de musique. Ils préparent juste le morceau qu'ils ont l'habitude de jouer à ce moment. Ça, c'est le premier choix, classe musicale ou pas, pour le collège. L'autre choix important, c'est la deuxième langue vivante. La première langue vivante, c'est simple, c'est l'anglais pour tous nos élèves. Voilà. LV1, anglais, et éventuellement anglais bilingue pour les enfants qui sont bilingues, qui ont un cours qui leur est réservé, comme c'est le cas à l'école primaire. Pour la deuxième langue vivante, nous proposons soit le chinois, soit l'allemand, et dans ce cas-là, le cours commence dès la 6e. Pour les autres langues, les autres LV2 qui sont proposées, c'est-à-dire l'italien ou l'espagnol, l'enseignement commence en 5e. Vous avez tout compris ? Voilà. Et ça, ce sont des choix importants, parce que c'est à partir de là, moi je vais savoir combien d'élèves de l'école primaire veulent faire du chinois, combien d'élèves veulent faire de l'allemand, etc. Et je saurai combien de places il me reste pour les élèves extérieurs. Et pour être très clair, il est évident que qu'il y a le rapport entre le nombre de demandes et le nombre de places disponibles
est un petit peu plus important pour des langues comme l'allemand ou comme le chinois, mais l'engagement dans une LV2, il vaut jusqu'en terminale. C'est-à-dire qu'on ne change pas de LV2 en cours de route. On ne commence pas par faire une langue, et puis l'année d'après une autre, et puis on change. Non. Si on choisit le chinois, c'est jusqu'en terminale. Si on choisit l'allemand, c'est jusqu'en terminale aussi. Donc ces choix doivent être de vrais choix. Sinon, votre enfant vous en voudra très très longtemps si vous lui imposez d'être en classe musicale et de faire du chinois alors qu'il voulait faire totalement autre chose, simplement pour avoir un tout petit peu plus de chances d'entrer à l'école alsacienne. D'accord ? Voilà, voilà. Alors, le calendrier des inscriptions, on a prévu l'historique enfin. Oui, j'ai bien compris. Je suis un tout petit peu vexé que vous ne m'ayez pas attendu, mais bon. Alors, le calendrier des inscriptions. Donc, on en est à la première phase. Vous pouvez vous inscrire, enfin plutôt demander l'inscription de votre enfant jusqu'au 9 janvier. Après, c'est fini. Il y a un élément particulier pour les élèves de CP et de maternelle. Il faut prendre un rendez-vous auprès du secrétariat du primaire et donc vous avez le numéro de téléphone soit sur le site de l'école, soit affiché dans mon dos. Et pour les autres niveaux, en revanche, vous ne prenez pas rendez-vous, ce n'est pas la peine, sauf situation très 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 spécifique comme voilà, un enfant qui est accompagné par un auxiliaire de vie scolaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut nous renvoyer les documents signés avant le 16 janvier. Plus tôt vous nous les renvoyez, mieux c'est. Voilà, c'est mieux pour qu'on s'organise, mais sinon on fait pas l'ordre d'inscription n'est pas pris en compte comme critère d'admission. Deuxième temps des inscriptions, c'est la sélection des dossiers. Alors ça concerne uniquement le collège et le lycée parce que je reçois énormément de candidatures et qu'il faut un premier tri parce que sinon on laisse trop d'espoir à trop de monde. Alors on fait un petit tri à partir simplement des dossiers scolaires. En gros, en 6e et en seconde, qui sont les niveaux sur lesquels j'ai le plus de places disponibles, je garde les bons et les très bons dossiers. Et il y en a déjà beaucoup. Sur les autres niveaux, je garde uniquement les très bons dossiers, et il y en a déjà beaucoup, parce que je vais peut-être garder, je ne sais pas moi, 30 dossiers pour 2-3 places, ou 4 places ou 5 places, donc voilà. Mais ça, c'est uniquement les très bons. Donc si je gardais aussi les bons, ça en ferait vraiment trop. Donc ça, c'est une première sélection, simplement sur le dossier. Alors, pourquoi on fait une petite sélection et pourquoi on garde beaucoup de dossiers ? Parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est de rencontrer vos enfants, et donc c'est la phase suivante, c'est la phase d'entretien. Un des professeurs de l'école aura un entretien de 10 minutes avec presque tous les élèves qui postulent, et c'est ça qui nous intéresse, c'est de rencontrer et de voir un petit peu quelle est la personnalité de votre enfant. Petit mot sur le test. Les tests, donc, en CM1, le test est d'abord un test écrit, en français et en mathématiques. On s'appuie sur le programme courant de CE2, donc a priori des choses que les enfants auront abordées dans toutes les classes de CE2. Et dans une seconde partie, un des enseignants du primaire a un entretien avec votre enfant. Et il aura lieu donc ce test et entretien, le 3 avril, mercredi 3 avril, après-midi, pour l'entrée en CM1. Voilà. Et si vous êtes à l'autre bout du monde, enfin si votre enfant est à l'autre bout du monde, on peut faire des entretiens par Skype, c'est possible. Et puis après on choisit, et donc on vous envoie une réponse qui est soit oui, soit non, soit liste d'attente, et nous gardons un certain nombre d'élèves en liste d'attente jusqu'au jour de la rentrée, parce qu'il peut arriver, ça m'est arrivé là cette année, que des élèves qui étaient inscrits ne viennent pas le jour de la rentrée, et dans ces cas-là, on peut décrocher notre téléphone pour appeler un élève qui est encore en liste d'attente. Voilà. C'est rare, honnêtement c'est très rare, mais ça peut se produire.
Avant de vous laisser poser plein de questions et de vous permettre aussi de visiter l'école alsacienne si vous le souhaitez, je laisse la parole à Monsieur de Palafieu. Bien, merci. Je vous prie d'excuser mon arrivée tardive. J'étais en conseil de classe et grâce à Parcoursup, c'est un peu plus long que d'habitude. Donc, voilà pourquoi je n'étais pas là au début. Alors, je vais commencer par une image. C'est une photo de classe qui a été prise en milieu des années 1880. Et vous voyez que ça ne ressemble pas tout à fait aux photos de classe qu'on a l'habitude de voir concernant des établissements scolaires à cette époque-là. D'abord, vous voyez qu'ils ne sont pas bien alignés, ils chahutent, enfin certains chahutent même. Mais quand on pense au temps de pause qui était nécessaire pour prendre une photo à l'époque, les élèves qui sont à l'extrême droite ont dû rester assez longtemps, l'un avec la jambe sur l'épaule de l'autre, et que ce soit net, que ce ne soit pas bougé. Donc, ils n'ont pas d'uniforme, ils ne portent pas d'uniforme. Et il y a des élèves d'âges différents qui sont mélangés. Voilà. Et ça, c'est une des premières photos qu'on a dans nos archives de photographie. On a beaucoup de photos, mais celle-là me dit quelque chose d'une école qui, à l'époque, tranchait beaucoup par rapport au reste du système scolaire français. Et on disait d'elle que c'était une école libérale, c'est-à-dire qu'on y apprenait la liberté. Ça, c'est la première image que je voulais vous montrer. La deuxième, c'est une citation du premier directeur de l'école, Frédéric Rieder, qui disait « Il n'y a qu'une seule manière de réussir dans le monde ». Et donc l'école, c'est un lieu qui a pour ambition de faire réussir ses élèves. Ce n'est pas un lieu où on cherche à mettre en pratique une théorie de l'éducation qui serait très supérieure aux autres, sans se soucier de cette dimension essentielle qui est de réussir. Encore faut-il se mettre d'accord sur le terme de réussir. Donc, il n'y a qu'une manière de réussir dans le monde, c'est d'y apporter. Donc, la réussite, c'est pas ce qu'on prend, c'est ce qu'on apporte. Donc, il y a dans l'école cette idée très forte et qui reste toujours dans notre ADN et dans ce que les élèves apprennent ici, c'est que ce qui compte, c'est d'apporter quelque chose, c'est de servir, c'est pas simplement d'espérer recevoir beaucoup. C'est d'y apporter. Alors, qu'est-ce qu'on apporte? C'est sa part d'originalité. Et dans un système qui est quand même marqué par l'uniformité, par l'idée que pour réussir, il faut déjà être très conforme à un certain modèle, le fait que le premier directeur de l'école dise, voilà, vous allez réussir en apportant quelque chose, et ce que vous allez apporter, c'est ce que vous avez de propre, ce qui est irréductible aux autres. Et c'est aussi un message qui est, je crois, tout à fait actuel. Et comme Rieder était un pédagogue réaliste, il précisait que cette part d'originalité, quelque petite puisse être cette part. Donc il ne s'agit pas de se dire, voilà, ça vaut le coup si on apporte des choses extraordinaires, si on est un génie, si on révolutionne la science, la philosophie, tout ça. Non, non. Même si c'est une toute petite part, ça vaut le coup de l'apporter. Et de l'apporter donc aux autres, au monde. Donc voilà, ça c'est... j'ai longtemps cherché un résumé de ce qui faisait la particularité de l'école. Celle-là, cette phrase-là me plaît beaucoup. Et la deuxième citation, elle vient d'un historien qui s'appelle Gabriel Monod, de la longue, grande généalogie des Monod. C'est un historien qui en son temps a été très connu. Il était professeur aux hautes études, il a été l'un des historiens très engagés pendant l'affaire Dreyfus, un
de ses premiers intellectuels, puisque le mot intellectuel naît à ce moment-là, et qui a démontré par la critique des documents que présentait l'accusation de Dreyfus, que c'était des faux, que le dossier de Dreyfus ne comportait aucune pièce authentique. Et il a joué un rôle très important. Il est l'un des tout premiers administrateurs de l'école alsacienne. Et il a été, en plus de toutes ses fonctions universitaires, savantes, il a enseigné l'histoire aux classes de 7e. Et dans ses mémoires, il dit que c'est l'un de ses meilleurs souvenirs d'historien que d'avoir enseigné à l'école en classe de 7e. Et il fait une sorte de résumé en disant que l'école alsacienne a pensé qu'il importait d'enseigner aux enfants à aimer le travail par lui-même et non pour être récompensé. Ça, c'est un trait premier qui est toujours en vigueur. Il n'y a pas de classement à l'école. Vous avez vu des bulletins. Il n'y a pas de classement, mais il y a une note d'effort qui permet à l'élève de se situer en fonction de la note qu'il a obtenue. Est-ce que son professeur pense qu'il a fourni un effort par rapport à lui, par rapport à ses difficultés, ou au contraire par rapport à ses facilités, qui est notable, et cet effort peut être quantifié. La deuxième partie, c'est qu'il importait surtout de les exciter à faire aussi bien que possible, et pas simplement mieux qu'un autre. Et donc ça, c'est la critique du classement, et de l'idée que grâce au classement, il y aurait une émulation plus forte entre les élèves. À un moment de sa scolarité, quand on passe un concours, évidemment on pense au classement, ça me semble tout à fait logique, puisque c'est le principe du concours. Mais étendre ce principe à toute la scolarité a toujours semblé à l'école parfaitement douteux, parce qu'il n'y a aucun mérite à être premier d'un groupe médiocre. Être dernier d'un groupe excellentissime, c'est très méritoire. Donc voilà, les exciter à faire aussi bien que possible et pas seulement mieux qu'un autre. Enfin, qu'il fallait les obliger à travailler également toutes les matières. Ça, c'est toujours très vrai. La première chose qu'on regarde, alors aussi bien quand on étudie des dossiers de candidature que lorsqu'on porte une appréciation sur les bulletins de nos propres élèves, la première chose que nous regardons, c'est est-ce que les résultats sont homogènes ou pas. Le fait d'être excellentissime dans une matière ne justifie en rien le fait de ne pas travailler du tout, de faire aucun effort dans une autre matière. Donc il n'y a pas de moyenne générale. Nous considérons que l'intelligence de nos élèves doit se frotter à toutes les logiques, qu'elles soient scientifiques, littéraires, artistiques. Cela fait partie d'un tout, et c'est le rôle de l'école que d'insister là-dessus. Et enfin, attacher autant d'importance à la conduite qu'au travail, c'est la raison pour laquelle sur les bulletins, il y a à la fois une colonne effort et une colonne comportement. Donc vous voyez qu'à 140 ans de distance, l'école est restée assez fidèle à ses impulsions premières. Ce qui n'a pas empêché, évidemment, fort de ces impulsions, d'évoluer et de se transformer en continu, mais en étant tout à fait fidèle à ses origines.